Le PDS défie le pouvoir après l'interdiction de sa série de manifestations. En réunion de comité directeur jeudi, le parti annonce une autre série de manifestations, un meeting ce vendredi et une marche samedi. Les camarades d'Oumar Sarr ont fait face à la presse. Nous n'avons même pas besoin d'une quelconque autorisation de ce régime d'incompétents de Macky Sall. Menace, mise en garde, la réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais se résume en un seul point, un plan d'action. Nous déroulons, quoi qu'il arrive, notre plan d'action. Pour le meeting, pour le sitting et pour la marche, ceci toutes les semaines qui viennent. Et je dois préciser que le sitting sera présidé, avec ça se déroulera sous la présidence de M. Abdoulaye que nous attendons demain. Avec ou sans autorisation, les libéraux entendent mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme une confiscation des libertés. L'objectif, c'est la défense de notre parti, c'est la sécurisation de notre parti, c'est la lutte contre la confiscation des libertés et droits individuels et collectifs des citoyens. Vous le savez, nous assistons à une confiscation systématique alors. Ils dénoncent par ailleurs ce qu'ils qualifient comme une tentative de déstabilisation de leur parti, une démarche qui ne saurait prospérer selon le responsable Abdoulaye Faye. Les formes de financement du Fonds monétaire international passées au crible par Babacar Diouf, l'économiste, est revenu sur leur apport dans les économies nationales, mais aussi leur contrôle. Le Fonds monétaire international, une institution qui date de 1944, il est mis sur pied pour redresser les économies des pays ruinés par les guerres mondiales. Le Sénégal est devenu membre en 1963. De cette date à nos jours, le FMI a mis sa main dans plusieurs projets. L'objectif premier, c'était de remettre les indicateurs au vert, c'est ce qu'on dit souvent, et cela passait nécessairement par une réduction du train de vie de l'État. Et quand on parle de l'État, il faut l'entendre dans ses interventions. Et il fallait aussi privatiser. Et c'est le fameux slogan, le moins d'État, le mieux d'État. Donc l'État allait se désengager sur beaucoup de secteurs et le privé allait prendre le relais. Du plan d'ajustement structurel en passant par d'autres projets, le FMI est à l'origine de plusieurs programmes économiques au Sénégal. Et c'est en 1979 que le FMI est intervenu pour la première fois dans l'économie sénégalaise par le plan de redressement économique et financier qui sera suivi par le plan d'ajustement structurel et qui continue jusqu'à ce jour dans plusieurs autres types de partenariats. Un financement sous forme de dette, des critères imposés aux États membres. Le FMI prête de l'argent, mais prête de l'argent dans des conditions qu'il maîtrise. On ne peut pas vous remettre l'argent et vous laisser faire ce que vous en voulez. Eux, ils ont une certaine perception des principes économiques, ils ont une certaine idéologie et ils vous imposent cette vue-là. Le FMI, puissance économique mondiale, organisme dépourvu de politique sociale. Une institution financière où les décisions émanent des Occidentaux, ces États imposent leur dictat financier aux pays en voie de développement. La revitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique préoccupe les États africains. Un sommet sur l'enseignement est prévu les 10 et 12 mars 2015 à Dakar. En prélude à cette rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur fixe les défis auxquels l'enseignement supérieur est confronté en Afrique, lesquels nécessitent une réflexion profonde. Agir ensemble pour une meilleure qualité de l'enseignement supérieur, tel est l'objectif de ce sommet qui se tiendra les 10 et 12 mars 2015 dans la capitale sénégalaise. L'objectif principal de cette rencontre de haut niveau est de développer une vision commune des acteurs du sous-secteur et de contribuer à l'élaboration d'un plan d'action qui permettra de transformer l'enseignement supérieur africain durant les 50 prochaines années, soit un agenda pour l'horizon 2063. Le sommet continental prévu à Dakar au mois de mars prochain viendra ainsi conforter l'option du gouvernement sénégalais de faire de l'enseignement supérieur le facteur catalyseur de son développement économique et social. Le ministre Mary Teuw Niane revient sur les défis auxquels l'enseignement supérieur africain est confronté. Les défis qui interpellent l'Afrique dans le domaine de l'enseignement supérieur sont à la fois nombreux et variés. Les flux massifs de bacheliers, la lancinante question des infrastructures d'accueil, les récurrentes crises liées au financement
de nos universités, l'inadéquation de la formation par rapport aux besoins du marché du travail, et j'en passe, sont entre autres les questions qui plongent régulièrement les universités africaines dans une situation de crise et dont les solutions méritent une réflexion d'ensemble des gouvernements des pays africains et de leurs partenaires. Le choix de Dakar s'explique selon le ministre par les importantes réformes entamées sur l'enseignement supérieur au Sénégal. Des activités sont prévues en prélude de ce sommet de Dakar, prévu les 10 et 12 mars 2015. La Fédération sénégalaise de football a limogé le coach national Alain Giresse après la débâcle des Lions à la CAN 2015, un acte qui ne répond pas aux attentes des acteurs du sport roi. L'ancien ministre des Sports Bakar Dia et le député Maître El Hadj Diouf listent des débâcles des dirigeants du football après 6 ans de gestion. Ils appellent Maître Augustin Senghor et compagnie à la démission. Les acteurs du foot tirent le bilan de cette fédération après le renvoi de 3 entraîneurs. Sans grande surprise, la Fédération sénégalaise de football a limogé le sélectionneur national Alain Giresse. L'ancien ministre des Sports Bakar Dia et le député Maître El Hadj Diouf parlent d'une énième débâcle et appellent les fédéraux à la démission. Suite à la énième débâcle des Lions, plusieurs fois on ne s'est pas qualifié, toujours avec la même fédération. Une fédération qui ne gagne pas, mais qui ne veut jamais démissionner. Moi je réclame la démission immédiate. Ça doit être un comportement exemplaire, fait de grandeur, fait de générosité, fait de beauté et de hauteur. Le Sénégal a tout donné à la fédération. Selon l'avocat, le limogeage d'Alain Giresse n'est qu'un acte de dédouanement de la part de Maître Augustin Senghor et sa bande. C'est très facile de chaque fois liquider l'entraîneur pour se donner bonne conscience et se faire oublier. Il tire le bilan de cette fédération après 6 ans à la commande du football. Le président, son club est en deuxième division. Par des gens qui viennent de la lutte et qui sont en deuxième division. Et par les Navetans. La débâcle de Bata en 2012, la non-qualification en 2013, ça fait trop. Et aujourd'hui, encore, ces résultats catastrophiques. Le bilan, c'est le départ d'Amara Traoré. Le bilan, c'est le départ de Koto. Le bilan, c'est le départ de Giresse. Après Amara Traoré et Joseph Koto, c'est au tour d'Alain Giresse d'être remercié par la Fédération sénégalaise de football. Plusieurs échecs imputés aux entraîneurs qui, selon des observateurs du football, constituent des fusibles qui sautent à chaque élimination de l'équipe nationale du Sénégal. Mais cette fois-ci, Bakar Dia et Maître El Hadj Diouf réclament le départ de la Fédération sénégalaise de football. Le Sili national va croiser le fer contre le Ghana en quart de finale. C'est ce qui est ressorti du tirage au sort pour départager le Mali et la Guinée. Les Guinéens de la rue Sandiniéry s'en réjouissent alors que les Maliens rencontrés à la gare ferroviaire de Dakar nourrissent plein de regrets. Toutefois, les deux camps sont unanimes. La CAF devrait revoir son règlement. 2 pour la Guinée. Explosion de joie chez les supporters du Sili national, regret et déception chez ceux des Aigles du Mali. Le tirage au sort pour départager la Guinée et le Mali, à égalité parfaite à l'issue des phases de poule de la CAN 2015, est passé par là. Je suis très content. Bon, je demande au bon Dieu qu'il nous donne la victoire pour gagner contre Ghana. On est entièrement fiers de la Guinée qu'on a pris. Franchement, on est fiers. C'est vrai, ça nous fait un peu mal, mais bon, on va les prendre comme ça, quoi. Guinéens et Maliens restent toutefois unanimes sur un point. La CAF doit revoir son règlement. Et même, ils ont connu le football plus que nous, mais je demandais si ils peuvent rectifier comme ça. Prochaine, si comme ça arrive, bon, qu'on fait prolongation ou bien tir au but. Normalement, la CAF doit voir ses règlements, normalement. Puisque hier, normalement, si les 80 minutes est fini, normalement, on doit faire le tir au but et chacun part. Il doit carrément revoir ça, hein. Franchement, ça c'est... ça ne passe pas du tout. Ces supporters de la bande à Ibrahima Traoré espèrent voir la Guinée remporter le sacre continental pour oublier un peu Ebola. Mais avant, il faut se départir du Ghana. Nous, les Guinéens qui sont à l'extérieur de la Guinée, bon, quelquefois on rencontre des gens qui nous parlent mal, quoi, de Guinée, Ebola. Ce n'est pas la première fois que la CAF a recours au tirage au sort pour départager deux équipes. En 1988,
L'Algérie éliminait ainsi la Côte d'Ivoire pour se qualifier en demi-finale. Le Mali recalé au tirage au sort. Les pleurs du président de la Fédération malienne de football en disent long sur la déception. Dans le camp de la Guinée, sans surprise, on jubile et on crie déjà une première victoire sur Ebola qui avait obligé le Sili national à évoluer hors de ses bases. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai ressenti, j'ai pensé à mon peuple, aux 17 millions de Maliens qui attendaient dans la rue, surtout aux douleurs des plus petits. Quand je vois un petit pleurer, ça me fait très mal. Les petits Maliens vont pleurer aujourd'hui. Ça me fait mal. Les petits enfants de 5 à 10 ans pleurer, ça fait très mal. Vous comprenez? Tout le mérite revient au peuple de Guinée qui a cru en cette histoire, qui est resté mobilisé en dépit de tout après son équipe. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles la Guinée s'est qualifiée. On rend hommage à toutes les victimes de Ebola. Et cette qualification par le sort, en tout cas, vient de prouver à suffisance que Ebola doit être en tout cas isolé, mais pas les Guinéens.